Alors le thème des mouvements de libération nationale asiatique face à l'impérialisme japonais, c'est très large. Je vais essayer d'être aussi synthétique que possible, mais déjà présenter ce qu'est l'impérialisme japonais. L'impérialisme japonais, il ne date pas de la Seconde Guerre mondiale, qui d'ailleurs en Asie commence en 1937 avec la Deuxième Guerre sino-japonaise. En fait, il va commencer avant par un discours impérialiste, qui correspond à celui de l'ère Showa, qui commence en 1926, et qui en fait trouve ses racines beaucoup plus anciennes dans un discours qui est un discours colonialiste, puisqu'il faut resituer le Japon à la fin du XIXe siècle avec l'ère Meiji en 1868, où l'empereur du Japon met en place un nouveau régime qui vise à moderniser l'administration et l'économie japonaise et qui se double d'une volonté impérialiste. Le Japon rejoint les puissances occidentales sur le front du colonialisme. Alors ça va se traduire par l'acquisition par le Japon, par la conquête d'Okinawa ou des Kuriles, celle de Taïwan en 1895, la Corée qui passe sous domination japonaise entre 1905 et 1910 avec une annexion, l'invasion de la Mandchourie en 1931 et enfin la Seconde Guerre mondiale donc, qui commence en Asie en 1937. Alors ça va amener le Japon sur une ère extrêmement large puisqu'elle couvre les Philippines, l'Indonésie, l'Indochine française, la Malaisie, la Birmanie, aussi une grande partie du Pacifique, jusqu'aux portes de la Thaïlande. Donc cette conquête, qui est déjà une conquête, pourrait-on dire, coloniale, se double d'un discours impérialiste qui est celui de la sphère de coprospérité de la Grande Asie. En effet, le Japon se retrouve dans un certain nombre de ces pays, comme l'Indochine française, face à des pouvoirs coloniaux qui étaient établis. Il va développer l'idée d'une solidarité asiatique, on pourrait même dire d'un certain côté d'un panasiatisme, pour s'opposer justement à la domination européenne, avec l'idée que l'Asie doit devenir autosuffisante et doit surtout appartenir à un destin commun, avoir une prospérité commune sous l'égide du Japon. Sauf que ce discours se traduit dans les faits par une oppression des peuples qui se retrouvent sous la domination japonaise. Alors, un des épisodes les plus connus, c'est le massacre de Nankin en Chine, 1937-1938. On a plus de 200 000 morts civiles et militaires, et c'est ce que disait Djihad, on a des pertes absolument colossales sur l'Asie. On estime que les pertes civiles liées justement à la Seconde Guerre mondiale en Asie, du fait du Japon, sont de plus de 10 millions de morts civiles. Et à Nankin, on retrouve non seulement des morts civiles et militaires, mais aussi des actes de barbarie, de viol et de torture. Ce qu'il faut voir également, c'est que, outre l'exploitation économique des nouveaux territoires, où là, d'un certain côté, on retrouve un peu ce qu'avait fait l'Allemagne nazie au sein de l'Europe, on retrouve un certain nombre d'actes de torture, de brutalité contre les populations, dont l'un des épisodes les plus connus, c'est l'esclavage sexuel des femmes de réconfort, qui se met en place à partir de 1932 pour soulager, c'est le mot femme de réconfort, le soldat nippon. Un certain nombre de femmes des pays colonisés vont être des prostituées, sauf que le Japon, aujourd'hui encore, toute une partie du courant révisionniste nie au Japon que c'était une pression forcée, prétend que c'était en quelque sorte un choix de ces femmes et que l'armée japonaise aurait empêché quelque chose qui aurait été pire si ce n'avait pas été organisé. Alors, c'est quand même plus de 200 000 femmes qui se retrouvent victimes de prostitution, sont des Coréennes, des Chinoises, mais aussi des Philippines, des Indonésiennes et même des Néerlandaises. C'est un document qui a été malheureusement, un épisode qui a été très documenté de la Seconde Guerre mondiale et qui, en quelque sorte, est un peu la matrice contemporaine où on retrouvera l'esclavage sexuel en temps de guerre. Et très souvent, en temps de guerre, les femmes sont les premières victimes des conflits, parce qu'en fait, les guerres ne font absolument aucune distinction et les femmes se retrouvent au premier rang de celles qui se retrouvent opprimées. Alors tous ces éléments aujourd'hui sont mieux connus puisqu'après la Seconde Guerre mondiale se met en place le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient à Tokyo de 1946 à 1948 qui va donc juger les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité avec, vous le savez, l'empereur du Japon qui s'en sortira. Les Américains occupent le Japon et préfèrent maintenir l'empereur du Japon comme autorité tutélaire pour assurer une transition de régime alors qu'on commence à entrer dans la période de la guerre froide. Donc une fois qu'on a vu ce qu'est l'impérialisme japonais, son contenu, voyons maintenant quels sont les mouvements de libération nationale. Et après, comme disait Djihad, je ferai plutôt un focus sur la Corée pour montrer comment justement comment la Corée s'est libérée. On pourrait souvent croire que la Corée s'est libérée grâce aux Américains, qui ont joué un rôle absolument fondamental dans la lutte contre le Japon dans le Pacifique. Ce n'est pas le cas en Corée. En Corée, les Américains ont débarqué après la fin des combats. Donc, ce ne sont pas les Américains qui ont libéré la Corée, mais qui a libéré la Corée ?
Bon, il faut bien que je fasse un peu de teasing, parce que sinon, ce discours, on serait revenu à l'école. Alors, déjà, les mouvements de libération nationale, quels sont-ils? La Chine, j'insiste pas trop, parce qu'on y reviendra. Le Kuomintang de Chiang Kai-shek est directement opposé au Japon dès 1937. Ce sont des armées régulières, elles jouent un rôle absolument fondamental. Et à part le gouvernement du Manchukuo dans le nord-est, qui est un gouvernement fantoche, pro-japonais, le reste de la Chine se retrouve dans une situation qui n'est pas totalement sous domination japonaise, des zones occupées et une résistance importante et des combats qui vaudront d'ailleurs à la Chine d'être un des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies en 1945. Pour ce faire, le Kuomintang noue une alliance tactique avec les forces du Parti communiste chinois de Mao Zedong et il s'oppose à un gouvernement national collaborationniste, comme d'ailleurs on le retrouve dans la plupart des États sous domination japonaise. Aux Philippines, on trouve également un gouvernement pro-japonais. La résistance a quand même regroupé jusqu'à 260 000 membres. Quand je parle de résistance, c'est résistance militaire. En Birmanie, l'armée nationale birmane, alors c'est très intéressant parce qu'on va voir avec le cas de la Birmanie et de l'Indonésie toute l'ambiguïté du discours japonais. Une partie des opposants à l'impérialisme, au colonialisme européen, finalement vont collaborer plus ou moins ouvertement avec les Japonais. Dans le cas de la Birmanie, l'armée nationale birmane se retrouve plus ou moins soutenue par les Japonais contre les Britanniques, puisque la Birmanie est un territoire britannique, mais en 1945, renversement d'alliance, et avec une opposition aux Japonais, et le général Oksan, le père de Aung San Suu Kyi, l'actuel leader birmane, va jouer un rôle tellement important, puisqu'en fait la Birmanie s'est libérée elle-même, que finalement il devient le père de l'indépendance birmane. On voit aussi apparaître en Birmanie, à côté de cette opposition qui est plutôt une opposition nationaliste, il faut regarder les obédiences, un mouvement de résistance anti-japonais, donc qui lui s'oppose y compris aux autorités pro-japonaises, qui est un mouvement populaire et communiste. Donc la Birmanie, à cette époque, a une importante composante de sa résistance communiste. En Indonésie, le mouvement national indonésien de Sukarno est largement antérieur à la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il a fondé le Parti national indonésien en 1927, donc très longtemps après 10 ans avant le début de la guerre en Asie. Et Sukarno, au début, est plus ou moins soutenu par le Japon, qui met en avant une figure populaire, nationaliste, plutôt de gauche, et qui va s'opposer là aux Néerlandais. Mais lorsque à nouveau le vent tourne, Sukarno s'oppose à nouveau aux Japonais et il va jouer un rôle dans l'indépendance en 1945. En Malaisie, la principale composante, c'est le mouvement communiste. Là encore, on voit combien les choses ont changé, puisqu'aujourd'hui, la Malaisie était un des bastions pendant la guerre froide de l'anticommunisme. En Thaïlande, alors la Thaïlande, c'est encore un cas intéressant, parce que la Thaïlande était une monarchie constitutionnelle depuis les années 30, mais où le leader, le Premier ministre, devient fasciste. C'est un fascisme à la thaïlandaise qui prend le Japon et les fascismes européens comme modèle, qui va s'opposer aux Japonais après avoir collaboré et qui sera renversé. Donc la Thaïlande, qui avait maintenu son indépendance en jouant d'un jeu de négociation entre les Britanniques qui occupaient les Indes et les Français qui occupaient l'Indochine, quitte à perdre des territoires. Si la Thaïlande, comme la Chine, n'a jamais été colonisée, c'est parce que le roi de Thaïlande a eu l'intelligence de négocier des territoires contre une domination directe. La Thaïlande est un gouvernement collaborationniste pro-japonais, en renversement d'alliance, avec un régime qui finalement ne sera pas du côté des vaincus en 1945. L'Indochine est très intéressante puisqu'on retrouve en fait comme principale force d'opposition le Viet Minh, donc le Viet Minh de Ho Chi Minh, qui est très antérieur, qui d'ailleurs reçoit à l'époque un soutien logistique des Américains et des Britanniques, il est assez logique que dans cette période, évidemment, on s'appuie sur les différentes résistances. Quant aux Japonais, sentant le vent tourner, dès mois de mars, ils rétablissent l'empereur Baodai, puisque l'Indochine était française, pour mettre en place un empereur qui va être opposé aux Occidentaux, préférant, dans une logique anti-européenne, anti-occidentale, avoir Baodai. Ça va lui coûter très cher, puisque quand les Européens, les Français reviendront cette fois-ci avec les Britanniques en soutien quelques mois après, Ho Chi Minh finalement se confirme comme l'unique leader de la résistance nationale. Alors si maintenant on regarde la Corée, je vous le disais, en 1905 elle passe sous domination japonaise et en 1910 sous colonisation japonaise, ça devient un territoire japonais avec par exemple l'obligation de prendre pour les Coréens des noms japonais, l'obligation également l'interdiction de la langue coréenne dans les écoles. Donc la Corée se trouve dans une politique assimilationniste,
comme d'ailleurs à Okinawa ou dans d'autres territoires qui étaient considérés comme des sujets de l'empereur du Japon, mais comme des personnes séparées. Alors, au Corée, le grand mouvement de résistance va naître le 1er mars 1919, et ça va aboutir, ce soulèvement qui va être réprimé, à la fondation du gouvernement provisoire de la République de Corée, qui est fondé en Shanghai en 1919 par Syngman Rhee, un Coréen qui a étudié aux États-Unis, qu'on retrouvera ensuite puisqu'il sera le président de la Corée du Sud, notamment pendant la guerre de Corée. Sauf que lorsque la guerre éclate, Syngman Rhee n'est plus l'homme principal du gouvernement provisoire, ce sont d'autres nationalistes, Kim Koo et Kim Kyu-shik. On voit aussi qu'il y a un soutien très net du Kuomintang au gouvernement provisoire, c'est-à-dire un nationalisme plutôt conservateur, mais sauf qu'en fait la résistance est extrêmement diverse. Déjà, historiquement, on retrouve des groupes d'anciens officiers patriotes ou paysans qui ont mené une résistance d'abord en Corée et qui, face à l'impossibilité de poursuivre la résistance, puisque la Corée est annexée par le Japon, se replieront en Mandchourie. Quelque chose qu'on connaît assez mal, mais la principale résistance en Mandchourie, en Mandchouko, donc État fantoche, est menée non pas par des Chinois, mais beaucoup par des Coréens. Les communistes coréens, semble-t-il, surpassent les communistes chinois dans cette zone-là. Donc on a aussi des officiers ou paysans qui forment ce qu'on appelle l'armée de l'indépendance de la Corée, qui vont être très présents, et on estime, alors là les chiffres sont assez difficiles à évaluer, on a même aussi des anarchistes, anarchistes donc qui sont anticommunistes, mais qui sont aussi pour des mouvements de libération et d'indépendance qui joueront un rôle, notamment par des attentats contre les autorités japonaises. On estime pendant la guerre que les anciens officiers patriotes, les paysans, alors les historiens pourraient débattre, peut-être 20 000 à 30 000 combattants, donc des mouvements quand même particulièrement importants. L'autre grande opposition, c'est une opposition qui est communiste. Déjà, une opposition communiste dans le sud, avec quelqu'un qui s'appelle Pak On-yong, qui regroupera 10 000 à 15 000 hommes selon un certain nombre d'estimations, et qui donc a ce rôle d'arriver à maintenir une résistance malgré une occupation japonaise. Et dans le nord, c'est Kim Il-sung, que vous connaissez, donc le futur fondateur de la République populaire démocratique de Corée, qui lui a fondé, selon l'historiographie officielle, en 1926, l'Union pour abattre l'impérialisme, en 1932, l'armée révolutionnaire coréenne. Et en fait, s'il y a un certain nombre d'actions de guérilla qui sont montées, donc ce n'est pas des armées régulières, Kim Il-sung, pendant la guerre, se retrouve en Union soviétique, et les soviétiques vont former les dirigeants communistes coréens, comme d'ailleurs les dirigeants communistes d'autres pays d'Europe de l'Est, qui ensuite deviendront les leaders dans cette partie du monde des nouvelles démocraties populaires. Alors les combattants sont plus difficiles à évaluer, d'une part parce qu'ils étaient relativement dispersés. On estime, sur les historiens, je parle d'historiens de l'historiographie non nord-coréenne, 5 000 à 10 000 combattants. Donc on voit des composantes extrêmement nombreuses, et ils vont dire réussir, les communistes nord-coréens, de mettre en place des gouvernements révolutionnaires provisoires à partir du milieu des années 30, qui seront touchés par la répression et qui disparaîtront des années 37-38, de la même manière que Mao avait établi des zones, dans les zones libérées, des gouvernements qui mettaient en place des solutions socialistes, redistribution des terres. On voit la même chose en Mandchourie, mais cette fois-ci sous domination coréenne, avec des personnages qu'on retrouvera comme Kim Shek ou Chae Yong-gun, qui ont été liés à l'histoire nord-coréenne. Alors, comment la Corée s'était libérée, puisque c'était mon exposé liminaire, voulait donc avoir la réponse à cette question. Après les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki, et même plus précisément après Hiroshima, les soviétiques pénètrent en Corée, le 8 août 1945. C'est une pénétration fulgurante, et il était prévu à Yalta une séparation de part et d'autre du 38e parallèle. Le nord, les soviétiques, désarment les Japonais, et le sud, les Américains. Et en fait, les soviétiques s'arrêtent au 38e parallèle, à la grande surprise des Américains. Peut-être que s'ils avaient été là, ils auraient poussé plus loin, c'est ce qu'ils feront pendant la guerre de Corée. Non, les soviétiques ne vont pas au-delà du 38e parallèle. Ils sont aidés par des groupes de résistance. Là, il y a un vrai débat historiographique. L'historiographie nord-coréenne, parce que la Corée du Nord a une forte composante nationaliste, mais surtout en avant le rôle de Kim Il-sung. L'historiographie soviétique des pays de l'Est et occidentale insiste plus sur le rôle des soviétiques pour une raison assez simple. C'est une armée régulière organisée qui a la capacité de mener des batailles et de faire reculer les Japonais. Et que se passe-t-il du côté du Sud ? Du côté du Sud, on a vu qu'il y avait des groupes de résistants,
Et dans un certain nombre de cas, ils décident de s'auto-organiser. En fait, ce n'est pas très différent de ce qu'on verra en France avec les résistants. Je pense à Georges Guingouin qui arrive quasiment à libérer lui-même la région qu'il occupe sans le soutien des puissances étrangères et notamment des Américains. Donc là, c'est un autre nationaliste de gauche, Yo Eun-yong, qui organise en août 1945 à Séoul le Comité pour l'indépendance de la Corée. Il proclame dans les zones rurales qui sont de facto contrôlées par les patriotes coréens, la République populaire de Corée. Quand les Américains débarquent le 8 septembre, il est peu dire que la République populaire de Corée, autant socialisante, est pour eux l'horreur absolue. Ils auront à cœur de la détruire et de mettre en place un gouvernement dirigé par Syngman Rhee, qui avait l'avantage d'être quelqu'un qui avait étudié aux États-Unis, à Hawaï pour être plus précis, et qui était perçu comme malléable et qui surtout était, lui, rigoureusement antisocialiste et anticommuniste. Mais quand les Américains débarquent, en fait, on aura cette situation, on va dire, entre le 15 août, date de la libération officielle de la Corée, et le 8 septembre, une zone où les grands centres urbains, notamment Séoul, la capitale, restent contrôlés par les Japonais, puisque sinon il y avait une absence totale de pouvoir, mais donc qui arrive à garder plus ou moins l'administration. Les zones rurales et petites villes qui sont contrôlées par les patriotes, là je parle bien du Sud, parce que le Nord, très rapidement, les Soviétiques mettent en place un gouvernement coréen qui sera dirigé par Kim Il-sung, alors que dans le Sud, les Américains mettent en place l'US-AMGIC, c'est-à-dire une administration militaire directe, ce qui va entraîner une très forte impopularité des Américains au Sud, puisqu'en quelque sorte, ils ont le sentiment qu'on a remplacé une occupation par une autre. Les Soviétiques au Nord avaient eu cette intelligence que le pouvoir soit transféré à des forces alliées avec plusieurs composantes, où les communistes, donc bientôt dirigés par Kim Il-sung, il y a plusieurs composantes dans le communisme coréen, où Kim Il-sung devient le principal leader, tandis qu'au Sud, ça va aboutir notamment, on va voir un certain nombre de leaders nationalistes, comme Kim Kul, dernier président du gouvernement de la République provisoire de la République de Corée, qui lui va tenter, à la veille de la guerre de Corée, de se rapprocher de Kim Il-sung, puisqu'il considère que Syngman Rhee, qui est un patriote anti-japonais, ça on ne peut pas lui reprocher, mais qui est en quelque sorte un gouvernement fantoche des Américains. Donc voilà, alors l'exemple que montre la Corée est assez intéressant, parce qu'en fait on voit que là, il y a clairement une opposition au Japon qui ne fait pas d'ambiguïté, contrairement à l'Indonésie ou à l'Indochine, mais que la libération dans une des parties occupée par le Japon, colonisée, même annexée, une des parties où la colonisation était la plus dure, qu'on a une succession de mouvements et qu'en tout cas, l'avenir de la Corée en 1945 est loin d'être écrit. Et finalement, c'est la guerre de Corée, quelques années plus tard, qui en 1950 va entériner la division avec deux États séparés qui sont proclamés en 1948, déjà la République de Corée au sud, puis quelques semaines après la République populaire démocratique de Corée au nord, mais que là aussi, la Corée, qui au début n'était pas le centre principal d'intérêt des Occidentaux, va même se retrouver divisée. D'ailleurs, les Coréens le vivent très mal, parce qu'ils disent on a été divisés finalement comme l'Allemagne, alors que si la division est considérée comme une sanction du rôle qu'on a joué en tant qu'agresseur, c'est plus le Japon qui aurait dû être divisé. Voilà ce que je pouvais vous dire à grands traits sur ce sujet.